Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi. À peine conclu, l'accord entre le PS et les Verts tangue fortement. Grande confusion autour de l'avenir du combustible nucléaire MOX, secteur de pointe, que François Hollande veut préserver, mais Martine Aubry et Cécile Duflot ne l'entendent pas ainsi. Sur le plan électoral, les circonscriptions promises aux écologistes ne passent pas auprès des élus socialistes, notamment des maires de Paris et Lyon qui sont très en colère ce soir. La fermeture programmée de 24 réacteurs fait bondir l'UMP et le gouvernement qui voit dans l'accord une folie, un marché de dupes pour les Français. Les invités du 19 h, la sénatrice Laurence Rossignol, négociatrice du Parti socialiste, et Jean-Pierre Chevènement, candidat à la présidentielle, qui a réaffirmé ses positions en visitant lundi une usine Areva, et son opinion est très attendue ce soir. Afficher l'unité du PS en ménageant chaque sensibilité, c'était l'objectif de François Hollande, dont l'équipe de campagne a été présentée aujourd'hui. À sa tête, on trouve Pierre Moscovici. Chaque jour témoigne de la montée de la tension entre la gauche et la droite au Sénat. Aujourd'hui, lors d'une séance consacrée à l'épineux dossier du travail le dimanche relancé, les échanges ont été particulièrement vifs, chose vue et entendue il y a quelques instants. Le repos dominical mérite d'être défendu car le dimanche est souvent le seul jour chômé où les familles peuvent se retrouver et passer du temps ensemble. Votre texte est un texte de régression, est un texte de recul, est une menace pour l'emploi et les salariés dans notre pays. D'échec économique, social et moral. Monsieur le ministre, Madame David souhaiterait vous interrompre. Est-ce que vous l'autorisez? Je vais juste finir. Je suis étonnée que mes collègues ne se soient pas levés encore plus pour applaudir davantage. J'avais cru assister, allez-y, voilà. J'avais cru assister à un meeting de l'UMP. Vous ne m'empêcherez pas de parler, mes chers collègues. Hurlez tant que vous voulez, ça démontre que vous êtes vraiment très en colère d'avoir perdu cette haute chambre. Madame Procaccia, ce n'est pas vous qui présidez. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Puisque j'ai la parole, et avant d'évoquer la question préalable, je veux faire un rappel au règlement. Parce que, Madame la Présidente, nous sommes ici pour débattre, et vous n'avez pas eu une attitude de présidente. Certes, vous êtes rapporteur, mais vous nous avez injuriés. J'ai trouvé aujourd'hui qu'il y avait un peu de turbulence dans cette Assemblée. Il ne faudrait pas que notre Assemblée devienne une Assemblée nationale bis. Donc pour cette séance qui se poursuit d'ailleurs à l'heure actuelle, séance suivie par Aurélien Romano. Hier, la tension avait été aussi palpable sur le budget de la sécurité sociale. Après la Société Générale, hier, BNP Paribas annonce la suppression de 1400 postes dans la banque d'investissement, dont 373 en France. MOX, ce mot de 3 lettres désigne un combustible nucléaire recyclé en France et utilisé dans une vingtaine de réacteurs, également à Fukushima d'ailleurs, critiqué donc par les écologistes, mais fierté de la filière française du nucléaire. Le MOX et le paragraphe qui lui est consacré est au cœur d'une embrouillamini entre les Verts et les socialistes, et même entre les socialistes eux-mêmes, sur fond d'intervention d'Areva. Mounir Soussi nous aide à comprendre. Deux versions pour un même accord. 24 heures après son adoption, le texte signé par le PS et les écologistes est déjà remis en cause. Le compromis adopté par Martine Aubry et Cécile Duflot a subi une correction de taille, la suppression d'un paragraphe sur l'avenir de la filière du traitement du combustible nucléaire MOX. L'équipe de François Hollande assume la disparition du passage. Il nous faut bien évidemment garder la filière MOX. Je me permets de vous rappeler que si on est favorable à l'EPR de Flamanville, et c'est la position de François Hollande, celui-ci fonctionne au MOX. S'il y a des désaccords avec nos amis écologistes, ils doivent faire l'objet de la plus grande clarté. Il est hors de question d'afficher la sortie du nucléaire. Mais le coup de fil passé par les responsables d'Areva aux proches du candidat socialiste jette le trouble sur la position de François Hollande sur ce dossier. Ses proches réfutent l'idée d'avoir cédé au lobby nucléaire.
N'écoutez pas avec trop de confiance ou trop d'aveuglement ce que déclarent certaines entreprises dans leur communication. Elles ont un intérêt à faire de la communication. Pour les écologistes, seul l'accord signé initialement avec la première secrétaire du Parti socialiste est valide à leurs yeux. Nous considérons qu'il n'y a qu'une seule parole, qui est celle qui a été donnée par Martine Aubry au nom du Parti socialiste, et nous n'envisageons pas qu'elle puisse être remise en cause. Tout peut arriver en politique, mais la parole donnée en politique, ça compte. Ce week-end, Europe Écologie Les Verts doit ratifier l'accord lors d'un conseil fédéral. Dans cette confusion, ils pourront s'appuyer sur les clarifications de François Hollande. Le candidat s'exprime ce soir à la télévision. Et au-delà de cette cacophonie sur le MOX, plusieurs ministres sont montés au créneau aujourd'hui contre l'accord PS Verts. Le président de la République avait-il donné le signal? En tout cas, on écoute Nathalie Kosciusko-Morizet à la sortie tout à l'heure, ce matin, du Conseil des ministres. En fait, l'écologie est perdante deux fois. Elle est perdante parce que le parti qui se veut un parti de gouvernement, en l'occurrence le Parti socialiste, n'en traite pas. Et elle est perdante aussi parce qu'elle fait l'objet d'échanges à des fins politiciennes, des circonscriptions, le parachutage de Cécile Duflot à Paris. Est-ce que vraiment des objectifs aussi sérieux, des questions aussi sérieuses que le nucléaire peuvent se traiter de cette manière-là? Moi, je ne crois pas. À côté du volet nucléaire et programmatique, l'accord socialiste-vert est donc aussi électoral avec 65 circonscriptions réservées aux partenaires du PS. Une perspective qui provoque des levées de boucliers localement. À Lyon, Gérard Collomb rejette catégoriquement l'idée d'une arrivée de l'écologiste Philippe Mérieux. Il demande même ce soir à François Hollande de rectifier l'accord passé par Martine Aubry. De son côté, Bertrand Delanoë voit dans la candidature de Cécile Duflot une insulte faite aux Parisiens, la guerre des gauches dans la capitale, avec Fabrice Cunet. Au lendemain de l'accord entre le PS et les Verts, Bertrand Delanoë et ses proches ne décollèrent pas. Avec la candidature de Cécile Duflot aux législatives de 2012 dans la capitale, le prix serait trop cher payé. Il n'appartient pas à un accord politicien de décider de où va s'implanter telle ou telle personnalité, fût-elle une personnalité de premier plan du parti Europe Écologie Les Verts. Car pour les socialistes parisiens, la secrétaire générale des Verts vise clairement 2014 et la mairie de Paris. Il parle d'un parachutage capable d'affaiblir la gauche. Pourquoi est-elle attaquée? Parce qu'évidemment, c'est une personnalité qui réussit politiquement et ça inquiète des potentiels rivales ou rivaux. Donc c'est normal qu'ils réagissent un peu vivement, mais tout ça va se calmer. Depuis hier soir, à Paris, lorsque l'on parle de tension, il faut désormais regarder à droite comme à gauche. Malgré ce climat troublé et fébrile, François Hollande a tenté de réunir toutes les sensibilités au sein de son équipe de campagne. Nous sommes en ordre de marche, nous rendrons coup pour coup, a prévenu le directeur de sa campagne, Pierre Moscovici. Bérangère Dinglas. Comme prévu, c'est Pierre Moscovici qui sera le grand ordonnateur. Autour de lui, une équipe si nombreuse qu'elle a du mal à prendre place sur la scène de la Maison de l'Amérique latine. Et personne n'a été oublié, les fidèles de François Hollande comme Stéphane Le Foll, mais aussi les anciens adversaires des primaires. Il n'y aura pas de cacophonie. Au contraire, nous avons veillé à ce que tout le monde soit présent, à ce que tout soit articulé. Et cette fois-ci, les socialistes seront tous unis avec leurs amis radicaux autour de leur candidat. Pour 2012, pas question de renouveler les erreurs de la campagne de 2007 qui avait vu Ségolène Royal se passer du plein soutien de la direction du parti. La première secrétaire Martine Aubry est nommée conseiller politique. Elle sera en liaison permanente avec François Hollande. Moi, je suis là pour veiller à ce que le parti se mette totalement au service du candidat. Le mot d'ordre se veut être le rassemblement, entendu dans toutes les bouches. Si l'équipe de campagne fait la part belle à tous les courants du parti et même aux radicaux, ni Ségolène Royal ni Arnaud Montebourg ne feront partie de l'organigramme. Manuel Valls est lui récompensé de son soutien rapide au candidat Hollande. Il prend les rênes du pôle communication. Autour de lui, deux proches de Ségolène Royal, Delphine Batho et Najat Belkacem. Je suis très enthousiaste et fière de la confiance qui m'est faite par François Hollande. Et puis en même temps, je suis grave parce que j'ai conscience de l'ampleur de la tâche qui nous attend, qui m'attend. Le candidat s'entoure d'un cabinet thématique, 22 personnalités chargées d'intervenir sur des thèmes précis. Parmi eux, Vincent Peillon à l'éducation, François Rebsamen, le président du groupe PS au Sénat, sera lui chargé de la sécurité.
Les invités du 19h, Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise et vous avez été au cœur des négociations avec les Verts. Avec nous également Jean-Pierre Chevènement ce soir. Bonsoir Monsieur Chevènement. Vous êtes désormais donc candidat déclaré à l'élection présidentielle et toujours président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Et ancien ministre de la Recherche et de l'Industrie, donc connaissant un petit peu ces sujets. Et notamment donnant du poids peut-être à vos prises de position sur le nucléaire. On va vous entendre sur ce sujet et puis sur cet accord bien sûr entre les Verts et les socialistes. Mais d'abord, Laurence Rossignol, entre fission nucléaire et friction politique, l'accord politique donc que vous avez âprement négocié provoque des réactions en chaîne. Est-ce qu'il a été bâclé ? Comme le dit ce soir le communiste Pierre Laurent, il parle également d'un compromis politicien. Et je vois que la formule politicien, compromis politicien est également dans la bouche de Bruno Julliard, le socialiste qu'on a entendu il y a un instant. Dans un accord de ce type, Jean-Pierre Chevènement le sait bien, il y a deux volets, un volet programmatique et un volet électoral. Le volet programmatique, il a été travaillé depuis le mois de mai, dans un processus qui est historique, où on a, avec les Europe Écologie Les Verts, mis 6 groupes de travail en route. On a élaboré ensemble des propositions qui ont été ensuite soumises à un groupe de négociateurs et aux responsables des différents partis, ainsi qu'aux candidats. Et en même temps, a travaillé le groupe sur la répartition des circonscriptions. Bon, ça n'est pas une improvisation. Il n'y a aucune improvisation dans cet accord, mais de toute façon... Et là, il y a une cacophonie aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Tout le monde veut un accord avec les autres partenaires et tout le monde voudrait qu'il ait lieu dans le département d'à côté. Il en va pour les accords électoraux et les octrois de circonscription à des partenaires un peu de du même état d'esprit que pour certains équipements qui posent des problèmes écologiques. Oui. Alors, knock in my backyard, pas dans ma cour, plutôt dans la cour du voisin. Donc c'est un moment normal. Mais quand même, il faut de la clarté. Et là, ce soir, il faut mettre de la clarté, puisque entre Cécile Duflot et Martine Aubry, apparemment, les choses sont peut-être claires sur la reconversion de la filière du combustible MOX, mais elles ne le sont pas du tout entre Cécile Duflot et François Hollande, puisque ce dernier veut garder la filière. Alors, où est la vérité ? Écoutez, moi, ce qui me frappe dans le débat qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est la première fois, en réalité, qu'en France, on a un débat sur le nucléaire. C'est la première fois qu'on en parle. On aura au moins gagné une chose ce soir, c'est que tout le monde saura que le MOX existe, au-delà d'être un mot qui rapporte 13 points au Scrabble. Est-ce que c'est une bonne manière d'aborder le débat de fond, pensez-vous ? Vous savez, j'ai jamais vu où était la bonne manière d'aborder le débat sur le nucléaire, tellement c'est un débat interdit. Augusta per angusta, dit le proverbe latin. On va vers les grandes choses en passant par les petites. Voilà. Et donc au moins on en parle. Et c'est vrai que Europe Écologie Les Verts, mais comme le Parti Socialiste a depuis plusieurs mois mis la question de la transition énergétique au cœur du projet. Et c'est partagé par toute la gauche, et voire même au-delà de la gauche, si je regarde ce qui se passe dans des pays autour de nous qui ne sont pas dirigés par la gauche. En Allemagne par exemple, on sait que la transition énergétique est un des facteurs de sortie de crise, parce que notre crise est également une crise environnementale et une crise de l'approvisionnement en énergie. Donc, la question du nucléaire, en France, à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut que le couvercle soit levé sur le réacteur et qu'on en parle. Cette fois-ci, on en parle, et je dis par ailleurs que le projet que nous proposons avec Europe Écologie Les Verts n'est pas un projet de sortie du nucléaire, c'est la position des Verts, mais que la position des Verts, c'est un projet de réduction. C'est un projet de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Moi, je suis prête à en discuter avec tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas réduire la part du nucléaire. Laurence Rossignol, encore deux petites questions là. On va débattre ensuite. On va écouter Jean-Pierre Chevènement. Il faudra peut-être une nouvelle réunion des socialistes, non ? Certains déjà la réclament dans votre parti. Hein ? Pour rediscuter du MOX ? Non, pour trancher. Pour trancher, écoutez, je pense que ça va se trancher dans les jours qui viennent. Les Verts, Europe Écologie Les Verts à son conseil fédéral samedi, ce sera tranché avant. Mais en fin de compte, tout le monde découvre des aspects du dossier qui n'étaient pas forcément très connus au-delà des spécialistes. Jean-Pierre Chevènement connaît bien le MOX. Encore une chose, Areva dit avoir averti des conséquences graves qu'entraînerait la fin de la filière MOX. Vous confirmez que la filière nucléaire s'est mobilisée en appelant certains élus? Je ne sais pas si la filière nucléaire s'est mobilisée. Je sais que la filière nucléaire est en permanence mobilisée pour défendre ses intérêts et pour qu'on ne parle le moins possible d'eux. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'ils prétendent l'avoir fait.
S'ils l'ont fait, ils auraient été bien inspirés de ne pas le dire et de se taire. Et s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est donc que vantardisme. Mais je soupçonne la filière nucléaire de faire ce qu'il faut pour mettre du sel et de l'huile sur le feu afin de faire capoter l'accord entre Europe Écologie et les Verts et le Parti Socialiste. Le coup de fil a été passé, en l'occurrence, à Bernard Cazeneuve, qui est le député-maire de Cherbourg, par le responsable des affaires publiques d'Areva. Jean-Pierre Chevènement, sur le volet nucléaire de l'accord PS-Vert, on a envie de vous entendre. Je le rappelle, ce qui est acté, c'est la fermeture programmée de 24 réacteurs. Et donc, Laurence Rossignol le dit ce soir, comme François Hollande, ça ne veut pas dire que c'est la fin et la sortie du nucléaire en France. Est-ce votre vision? Si vous voulez, il y a trois choses. En dehors de l'accord électoral, sur lequel je n'ai pas à me prononcer, et à mon avis, si c'était resté un accord purement électoral, ça aurait été très bien. Le problème, c'est qu'on mélange les petites choses et les grandes. Car la filière nucléaire, dont vous parlez avec une intonation quelque peu méprisante, c'est quand même 400 000 emplois, c'est 75% de notre électricité, ce qui correspond pour notre facture énergétique à une économie de 12 milliards d'euros. Ce n'est donc pas tout à fait rien. J'ai visité il y a 2 jours l'usine de Châlons, l'usine d'Areva, où on fait des générateurs de vapeur, on a fait toutes les composants des réacteurs français, il y en a 58. Alors à partir de là, la position à laquelle sont arrivés les socialistes et les Verts est la suivante. Il y a le maintien de l'EPR, qui est le réacteur de 3e génération renforcé, plus sûr, à Flamanville. Mais derrière tout ça, il y a des débouchés. 6 en Grande-Bretagne, 2 en Inde, 2 en Chine, 1 en Pologne, en Finlande, en Afrique du Sud. Donc il faut quand même que nous exportions et que nous fassions travailler nos ouvriers, nos techniciens, nos ingénieurs. Là, Première chose, là, je me réjouis que François Hollande ait maintenu une position claire qui n'était pas celle de Martine Aubry. Mais enfin, c'est François Hollande qui a été désigné par le mécanisme des primaires, et à mon avis, il faut s'incliner quand même devant cela. Ce n'est pas à moi de le faire, puisque j'ai regardé ça de mon balcon, mais je dirais que pour les socialistes, quand même, il y a une certaine logique. Deuxième point. Il y a ce qu'on appelle le retraitement. L'usine de La Hague. Il s'agit de prendre les combustibles issus des réacteurs, et de les retraiter pour séparer le plutonium à partir duquel on fait un combustible mixte qu'on appelle le MOX, ce qui permet de diminuer le volume des déchets et en même temps d'avoir davantage de combustible. La France maîtrise seule à l'échelle mondiale l'ensemble du cycle, c'est-à-dire de la mine d'uranium jusqu'au retraitement et ultérieurement jusqu'au réacteur de 4e génération, sur lequel il ne faudrait pas revenir, qui permet de brûler les combustibles usés et qui produit du plutonium. Sur ce point-là également, Jean-Pierre Chevènement, j'ai envie de dire, François Hollande a tenu bon, puisqu'il maintient la filière. Alors, j'ai entendu ce qu'a dit Manuel Valls, je m'en réjouis, on maintient la filière du retraitement, la fabrication du MOX, et je dirais que c'est une affaire suffisamment grave du point de vue de l'intérêt du pays pour qu'on prenne son temps de comprendre qu'il y ait un débat et que... je dirais, les différents partenaires voient s'ils peuvent avancer. Troisième point, c'est quand même, alors là, quelque chose qui me paraît grave. Est-ce que tout le monde y a bien réfléchi? La fermeture de 24 réacteurs, le tiers de notre parc nucléaire, ce sont des usines qui marchent, y compris celle de Fessenheim, qui vient d'être complètement réhabilitée, revisitée et certifiée. Elle marche pendant encore 10, 20, 30 ans, nous procure une électricité qui revient à 45 € le mégawattheure. Alors, pour vous donner une idée, au gaz, c'est 75 €, l'éolien, c'est 90 € et le photovoltaïque, c'est 250. Vous citez Fessenheim, d'après l'accord, ce sera la centrale fermée en premier. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans une crise grave, devant une crise gravissime. Est-ce que nous allons jeter par la fenêtre? Moi, j'ai évalué le coût total, 250 milliards d'euros. Parce qu'il faudra construire... Attendez, le coût total de l'accord,
Non, le coût total de, si vous voulez, l'opération qui consiste à fermer 24 réacteurs et à les remplacer par des réacteurs thermiques au charbon ou au gaz. C'est ce que font les Allemands. Les Allemands vont construire 10 centrales thermiques au charbon, plus d'autres au gaz avec du gaz importé de Russie. Est-ce que tout ça ne va pas favoriser l'émission de gaz à effet de serre? C'est l'évidence. Bonjour le CO2. Je ne vois pas où est la transition énergétique. Je réponds à Laurence Rossignol là-dessus. Je ne vois pas en quoi ce programme nous oriente vers la transition énergétique que je souhaite, vers des énergies qui ne soient pas polluantes, qui ne comportent pas de gaz à effet de serre, de gaz carbonique en particulier. Hein. Je suis tout prêt à discuter de ce sujet. On va parler d'un mot. Est-ce que vous estimez que cet accord est une folie? Écoutez, c'est une erreur considérable à mes yeux. Je veux dire que je ne comprends pas comment on peut prendre ces décisions en toute logique. Car ou bien la logique c'est on sort du nucléaire, alors on peut tout fermer. Hein, c'est une logique particulière. Ou bien on pense qu'il y a de l'avenir pour l'énergie nucléaire civile. Et moi, je le crois, parce qu'il y a, je dirais, avec le réacteur de 4e génération, la possibilité d'utiliser les réserves d'uranium existantes pendant des siècles. Pendant des siècles. Ah oui. Et nous sommes autonomes. C'est l'indépendance de la France très bien. Donc, qui est rejet en cause. Clair et net de ce qui a été acté difficilement entre les Verts et le Parti Socialiste. Elle va vous répondre justement sur les points que vous avez abordés. Mais je crois qu'on n'a pas fini de discuter de ce sujet et je l'aurais dit tout à l'heure, je le redis, c'est une très bonne chose et j'espère que ce sera un débat démocratique. 3 points comme Jean-Pierre Chevènement. Plus vite, hein, parce qu'il faut qu'on avance un peu. Hein. Plus vite, que vous avez échangé un petit peu entre vous. Ben, je vais le regarder puis je vais m'adresser à lui. Alors Jean-Pierre, voilà, je voulais dire, il y a 3 points de réponse. Le premier... sur les réacteurs, les 24 réacteurs et le passage à 50% de nucléaire dans le mix énergétique. Je crois que c'est une bonne chose que de réduire notre dépendance à l'énergie nucléaire. Nous sommes trop dépendants, nous sommes le seul pays au monde qui compte autant sur le nucléaire. Et je vais être assez cru, je pense que le nucléaire rend paresseux. Ça rend paresseux parce que ça nous a habitués à une énergie abondante et bon marché. Or, ce cycle-là est fini. Ce cycle-là est fini. Non, parce que les réacteurs que n'ont pas complètement amortis, ils peuvent continuer. On ne s'est pas interrompu jusqu'à présent, continuons. La durée de vie d'un réacteur, c'est 40 ans. 30, 40 ans. Le programme que propose François Hollande, c'est celui de la sûreté et de la sécurité nucléaire en priorité. On ferme les réacteurs qui atteignent 40 ans d'âge et on ouvre un EPR parce que c'est un nouvel équipement qui, lui, est supposé être plus sûr. Je crois que c'est un bon choix qui est offert aux Français que de ne pas prolonger des réacteurs qui, par ailleurs, nécessitent un investissement très important pour être prolongés et pour ensuite être mis aux normes post-Fukushima. Parce qu'on ne peut pas, moi je ne veux pas faire peur avec le nucléaire, je ne suis pas une catastrophiste, mais on ne peut pas parler du nucléaire comme s'il ne s'était rien passé cette année. Il y a un avant et un après peut vous répondre. Après vous déroulerez vos deux autres points. Non, je ne vais pas dérouler mes autres points, je vais juste finir là-dessus. Donc, réduire notre dépendance nucléaire, c'est une bonne chose. Quand j'ai dit que le nucléaire rend feignant, je constate que l'Allemagne, qui y a voté il y a 10 ans la sortie du nucléaire, qui a suspendu cette sortie du nucléaire, qui a continué de faire du nucléaire, a pris une avance considérable en termes d'efficacité énergétique, de sobriété et de développement des renouvelables. Nous, le nucléaire nous suffit pour toute politique énergétique. Conclusion, en France, on est 30% plus consommateurs d'électricité que nos voisins allemands et pas moins consommateurs de pétrole. On est des grands gaspilleurs d'énergie parce que le nucléaire nous a rendus gaspilleurs, parce qu'en France, EDF, c'est une fierté nationale. Et laisser la lumière allumée derrière soi, c'est contribuer à la richesse nationale. Allez, il faut qu'on change. Alors, Laurence a raison sur un point, c'est que nous consommons plus d'électricité que les Allemands. Mais il faut dire qu'elle est 2 fois moins chère. Donc ceci explique cela. Elle a raison sur un autre point, c'est qu'il faudrait économiser l'énergie. Donc elle va dire on va rendre l'énergie beaucoup plus chère. Mais je ne sais pas si les Français sont d'accord pour qu'on augmente de 40% leur facture d'électricité. Il faut quand même se poser la question. Sur ce point-là. Alors j'avais pas tout à fait... Bon, pardon. Oui, j'avais pas tout à fait terminé. Le dialogue est courtois, Jean-Pierre Chevènement termine. Oui, la sûreté de nos réacteurs, elle a fait ses preuves. Il y a eu un accident qui n'a pas fait de mort dans les années 60 à Saint-Laurent-des-Eaux. Il n'y a jamais eu un mort en France. Et chaque année, le charbon fait entre 2500 et 3000 morts.
À Fukushima, c'est un accident naturel, c'est une vague de 23 mètres alors qu'il y a un mur de 7 mètres, grave erreur de prévision de l'autorité de sûreté nucléaire, mais c'est pas du tout, comme je l'ai lu dans un blog de Laurence, c'est pas du tout la fusion du cœur du réacteur, pas du tout, c'est une explosion de l'hydrogène, mais qu'on aurait pu très bien éviter si on avait mis en place des dispositifs nécessaires. Vous savez très bien que c'est la vague qui a noyé les centrales électriques de secours, donc il y a eu cette émission d'hydrogène, l'explosion, qui a détruit le... C'est pas un accident nucléaire pour vous. Mais c'est pas un accident nucléaire. Non, mais on a ce débat-là depuis le premier jour à Fukushima, donc je pense qu'on va pas refaire ce débat-là. Deux choses sur les ménages, la facture énergétique des ménages allemands et la nôtre. Certes, ils payent l'électricité plus cher, mais à la fin du mois, la facture est la même parce qu'ils en consomment moins. Première remarque. Sur cette deuxième remarque, on n'a pas attendu le débat sur le nucléaire et la réduction de la part du nucléaire pour s'attendre à une augmentation du tarif d'électricité. Henri Proglio est venu demander au président de la République 30% d'augmentation des tarifs d'électricité. Donc, avec ou sans la réduction de la part du nucléaire et programmer une augmentation du coût de l'électricité, qui est due à bien d'autres sujets, à l'ouverture des réseaux au marché, à la mise en concurrence, à la libéralisation, à l'entrée du capital des actionnaires dans le capital d'EDF, voire même demain dans le capital d'Areva. Donc là, s'entrechoquent plusieurs sujets qui sont à la fois des sujets de politique économique et industrielle et des sujets environnementaux. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie de la transition énergétique et de la réduction de notre consommation d'énergie. Et que ceux qui ne feront pas la transition énergétique aujourd'hui seront en retard dans 20 ans sur les pays voisins. Permettez-moi de répondre quand même. J'ai des questions. Alors un mot simplement, les Allemands consomment un peu moins que nous, c'est vrai, mais pas en proportion du prix. C'est-à-dire que la facture à Hambourg et à Toulouse, c'est une facture qui est d'à peu près de 1 à 2 dans la réalité. Et puis, je voudrais dire à Laurence Rossignol que quand on parle de transition énergétique, il faut aller vers l'avenir. Cet avenir dépend des résultats de la recherche. Actuellement, les énergies dites renouvelables, qui sont intermittentes, une éolienne, ça fonctionne un quart du temps. Ces énergies sont beaucoup plus coûteuses. Elles ne peuvent fonctionner que parce qu'elles sont subventionnées. Le solaire, on importe nos panneaux à 50% de Chine. Nous n'en fabriquons pas nous-mêmes. Donc, il faut quand même avoir cette idée claire en tête, c'est que on peut substituer les énergies renouvelables, mais quand elles sont à un prix comparable. Ou en tout cas, il faut que on accepte une subvention dans certaines proportions, mais il faut des sauts technologiques que pour le moment, moi, je ne vois pas. Alors, j'ai deux questions pour conclure, parce que le journal s'achève. Laurence Rossignol, est-ce que c'était une bonne idée de négocier dès aujourd'hui avec les Verts? Pourquoi ne pas avoir attendu le premier tour de la présidentielle? Peut-être que les écologistes ne seront pas en position de force si Eva Joly fait un mauvais score. Vous savez que Jean-Pierre Chevènement a de plus grandes ambitions qu'elle encore, peut-être. Pour faire un accord sur un coin de table, pour griffonner un accord sur un coin de table, échanger la fermeture d'un EPR comme on avait déjà fermé Superphénix ou comme on avait fermé Plug-Off, sacrifier un équipement nucléaire à chaque accord entre deux tours. Il fallait le faire là. Fallait le faire là. Jean-Pierre Chevènement. Et je voudrais dire une chose, moi je souhaite que François Hollande, j'ai pas de conseil à lui donner, mais s'autonomise à l'égard des différents partis, y compris le sien propre, parce qu'on a bien vu que cette préparation d'accord a été faite, Madame Aubry étant première secrétaire, mais aujourd'hui il y a un candidat, me semble-t-il, qui a été désigné sur une procédure que le Parti socialiste a choisie, mais il faut que Madame Aubry accepte quand même de s'incliner devant une règle qu'elle a elle-même posée. Donc voilà, il faut que Martine Aubry abandonne un peu son leadership sur le parti. Et il faut que François Hollande affirme le sien. Si vous voulez, c'est très dur, parce qu'en face, on ne lui fait pas de cadeau. Donc il faut qu'il s'affirme quand même comme un homme d'État. Si on essaie de rassurer Jean-Pierre Chevènement, Martine Aubry est, depuis le premier jour, depuis le soir de la primaire, à la disposition de François Hollande. Elle a apporté un parti socialiste rénové, remis en bon état, en ordre de marche, qui n'était pas celui qu'on avait il y a 3 ans. Aujourd'hui, les conditions sont meilleures. De toiletter le projet d'accord sur le nucléaire. Pourriez-vous vous rallier à François Hollande, qui sera donc lié par cet accord avec les écologistes? Et vous me posez une question à laquelle je n'ai pas à répondre. Je viens de déclarer ma candidature il y a à peine une semaine. D'accord. J'essaie de développer ma campagne, non sans mal. Je sais, non sans mal, parce que vous imaginez bien que
en me portant candidat, j'avais beaucoup de coups à prendre. Mais je ferai néanmoins passer mon message. Pas seulement sur le nucléaire, d'abord sur l'euro, la monnaie unique. Ça, c'est la question de fond dans laquelle nous sommes. C'est aussi l'une des questions de fond. On ne l'oublie pas, n'est-ce pas, Laurence Rossignol? Merci à tous les deux. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk sera aux commandes du journal. Et tout de suite, question d'info sur LCP Assemblée nationale. La question du nouvelobs.com liée aux 19h disait faut-il renoncer à la moitié des centrales nucléaires? Il y a une forte majorité de oui à cette question, Laurence Rossignol. Merci encore. Je m'en doutais.